Merci Monsieur le Président et désolé pour nos invités. Moi aussi, je vous tournerai le dos, ce qui n'est pas forcément agréable pour vous ni pour moi, mais c'est mieux pour la traduction. Monsieur Winkler a dit que ça sera un accord géostratégique, géopolitique. Il a sûrement raison, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais poser des questions plus liées évidemment aux questions économiques et sociales. Première question, la Chambre de commerce. Bon, on a bien compris qu'elle était très impressionnée par la vitesse de croissance du Vietnam, et en effet, c'est une vitesse de croissance impressionnante. On a bien compris que le côté nouvel atelier du monde, ça faisait rêver beaucoup d'entrepreneurs européens. Je note d'ailleurs que notre rapporteur est très franc dans son texte. Il nous dit que le Vietnam est surtout compétitif en raison du bas niveau de ses rémunérations. Ça, on avait compris, et de ce point de vue-là, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on regarde la balance commerciale de l'UE, enfin de l'Union européenne avec le Vietnam, elle est passée d'un déficit de 5 milliards d'euros en 2008 à 30 milliards d'euros en 2017. Et l'étude d'impact à horizon 2035, ça nous dit un déficit pour l'UE environ 40 milliards d'euros. Donc, en termes d'accord gagnant-gagnant, d'un point de vue économique, c'est pas totalement ça. Et moi, la question que je pose à la Chambre de commerce, est-ce que le risque, c'est pas que cet accord de libre-échange soit un formidable accélérateur de délocalisation et de suppression d'emplois industriels en Europe, notamment dans un secteur comme le textile. Par exemple, le textile, je rappelle quand même qu'en Europe, c'est 2 millions d'emplois. Et moi, j'y vois un risque que ce secteur-là, mais d'autres aussi, soient fortement impactés. Deuxième question, toujours sur les marchés publics, toujours pour la Chambre de commerce. Bon, on se félicite des avancées qui sont obtenues, notamment en termes de transparence et de non-discrimination, et on nous dit qu'il y a beaucoup de marchés publics qui vont être désormais accessibles. Mais quand on regarde les seuils d'adjudication qui sont éligibles à cette égalité d'accès, moi je trouve qu'ils restent très très élevés, qui ne vont pas baisser, enfin en tout cas qui vont baisser que très progressivement sur 15 ans, puisqu'on parle quand même d'un seuil de 40 milliards d'euros. Donc est-ce que vous ne croyez pas que nos entreprises ne pourront accéder à ces marchés publics que dans le cadre de méga contrats? Dans ce cas-là, ça ne concerne pas beaucoup les entreprises modestes, voire les PME. Or, on passe notre temps à parler des PME dans nos débats. N'empêche que, pour l'instant, ce n'est pas clair qu'ils soient complètement gagnants dans cet accord. Après, sur l'OIT, moi, je vous avoue, je n'ai pas tout bien compris, parce que nous, on a un document, on a un rapport qui nous dit la Convention 87 sur la liberté syndicale, elle ne sera pleinement mise en œuvre qu'en 2023. Un des intervenants de l'OIT a dit non, 2021. Je ne sais pas où on en est exactement là-dessus. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a comme une contradiction. On dit la Convention sur la liberté syndicale, elle est 2023 ou 2021. Celle sur les conventions collectives, d'après ce que j'ai compris, c'est maintenant. En tout cas, elle entre en vigueur en 2020. La question que je pose, c'est est-ce que les nouvelles clauses du Code du travail qui seront issues de l'extension des accords collectifs, donc le droit du travail qui sera dérivé des conventions collectives, elles vont être négociées essentiellement avec le syndicat officiel, c'est-à-dire le syndicat officiel du Parti communiste vietnamien, et que les syndicats indépendants qui viendront après, eh ben, il leur restera quoi à négocier? Pas grand-chose. Donc je pose ça, c'est la question pour l'OIT. Autre question, Mme Bricmont y a fait allusion, mais j'y reviens. On pourrait longuement discuter des conventions de l'OIT. Et peut-être qu'en effet, il y a un progrès, qu'elles sont adaptées, c'est très bien. Mais si on ne change pas le code pénal, tout ce que nous disent les ONG, qui ne sont pas présentes, mais elles nous parlent quand même, elles nous écrivent des lettres, on discute avec elles, elles nous disent que le maintien dans le code pénal de tous les articles qui criminalisent la critique pacifique du gouvernement rend de facto impossible la pleine jouissance des droits contenus dans les conventions OIT. Et ça me semble évident. Je vais vous prendre un exemple. Dans le code pénal aujourd'hui vietnamien, il y a l'article 117 qui punit la propagande contre l'État de la République socialiste du Vietnam. Mais ce que faire grève, par exemple, c'est de la propagande contre l'État socialiste du Vietnam. Je pourrais te prendre un autre exemple, l'article 109 qui punit toutes les activités qui visent à renverser le gouvernement du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un syndicat, qu'on proteste? Dans les pays européens, on a plein d'exemples en ce moment de syndicats qui protestent vivement, avec véhémence, contre des projets du gouvernement. Est-ce que ça vise à renverser ou en tout cas à mettre en cause la nature du régime? Ça, c'est quand même des questions réelles, parce que sinon on pourra toujours dire sur les conventions OIT, ça progresse, mais tant que dans la réalité du droit positif, on peut avoir de tels risques quand on manifeste, ça peut pas durer comme ça. Merci. Désolé pour le tour. Merci.